Salut Asia, Salut les amis. ça fait plaisir de te voir ici, je suis Urban Street Reporters. Merci de m'avoir accueilli. C'est toujours un plaisir d'accueillir des auteurs, surtout on aime bien les livres ici, chez Urban Street Reporters, vous le savez. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter vraiment pour tous ceux qui nous regardent? Oui, donc alors mon vrai prénom c'est Asia Batili D'accord. et j'écris sous le nom de plume Tisha Ivana. Donc je suis romancière de passion et infirmière de métier. D'accord. Donc voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, tu as écrit plusieurs livres, on en parlera un peu plus au cours de cette interview. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Parce que tu as un parcours qui est un peu atypique, on va dire. Qui est pas droit. Qui n'est pas très droit, on va dire. Ouais. Alors après le bac, j'ai fait 3 ans d'école d'infirmière. D'accord. J'ai été diplômée en 2013. D'accord. À la suite de ça, je suis repartie à la FEC. D'accord. J'ai fait une double licence en littérature et sociologie. Ok. Après... Ça fait 2 ans là-bas, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Après quoi, j'ai fait une année de master à Serge-Pontoise en développement culturel et valorisation du patrimoine. D'accord. Pendant ce temps-là, je travaillais dans une association où Alors, j'étais... à Aubervilliers. C'est ça, où je coordonnais des projets culturels. Tu as passé plus de 2 ans et demi là-bas, il me semble. Ouais, c'est ça. J'ai fait 6 mois en service civique et 2 ans comme salarié. Et j'ai quitté l'association l'année dernière au mois de mars. D'accord. Pendant 2 mois, je me suis dit, je profite un peu de ma liberté, être tranquille et n'a rien à faire. Et à la suite de ça, je suis revenue au métier d'infirmière que j'exerce depuis le mois de mai dernier dans un laboratoire. D'accord. Et comment tu peux nous expliquer un parcours aussi Aussi un peu comme alors, disons qu'au début, j'ai décidé d'être infirmière un peu par hasard parce que quand j'étais au collège, je fallait absolument choisir une orientation. L'infirmière, c'était pas forcément le plus facile. Non, c'était pas forcément le plus facile, mais en gros, j'avais choisi parce que c'était pas des études très longues. D'accord. Et que c'était accessible à partir de tous les bacs. D'accord. Et malgré ça, j'avais fait quand même des études littéraires, mais enfin, avec l'idée de devenir infirmière. D'accord. Chose que tu fais aujourd'hui. Ouais. Et ça va, tu t'y plais? Aujourd'hui, oui. Super. Alors, on va parler un peu plus d'écriture maintenant. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire déjà d'où te vient cette passion pour l'écriture? Je pense que c'est venu d'abord de ma passion pour la lecture. D'accord. Où je lis en fait depuis toute petite. Enfin, je dévore des livres dès que je peux. Ouais. Et j'ai commencé à écrire un peu, sans forcément me dire que j'allais faire quelque chose, mais plus pour écrire un peu mes pensées. Quand j'étais ado, j'écrivais des poèmes, beaucoup de chansons, puisqu'à l'époque, je rêvais d'être chanteuse et je pensais que j'allais être chanteuse. C'est marrant ça, parce qu'il n'y a pas longtemps, on a reçu une auteure qui s'appelait, comment elle s'appelle, auteure de Vos absences, Fatin El Asri. Ouais. Elle aussi, pareil, elle a commencé par écrire des chansons. Elle voulait chanter aussi. Elle a commencé par écrire des chansons avant de commencer à écrire. Je ne sais pas s'il y a un lien avec tous les gens qui écrivent des livres. Quand on sait qu'on n'a pas de talent musical, on se retrouve dans l'écriture, je pense. En tout cas, moi, c'était ça. Et toi, t'écoutais qui, toi? C'était qui tes influences de J'aimais trop Wallen. Wallen? J'aimais trop Wallen. Wallen l'Olivier, par exemple, c'est ça? C'est ça, c'est elle-même. J'aime bien. D'accord, donc en fait, tu lisais beaucoup. Ouais. Et du coup, tu as commencé à écrire des petits textes par-ci par-là. Ouais. Et de fil en aiguille, on t'en est arrivé au roman. Alors, en fait, moi, j'ai été un peu surpris. Ouais. Parce que sur tes romans, tu te présentes sous le pseudonyme de Tisha Ivana. Ouais. En fait, tu t'appelles Asia Batili. Ouais. Et pourquoi avoir décidé de passer par un pseudo? Je pense par timidité. Je ne voulais pas écrire par mon vrai nom. Enfin, je ne voulais pas qu'on découvre que c'est moi. D'accord, pourquoi? Et je sais pas. Je pense que j'aimais bien ça, l'idée de me cacher. Je trouve on se dévoile quand même dans l'écriture. Oui. Et du coup, le fait d'avoir recours à un pseudonyme, ça permet à la fois de se dévoiler et de se cacher en même temps et de brouiller un peu les pistes. Je pense qu'il y avait un peu de ça quand je ne l'ai pas... je ne voulais pas me mettre complètement à nu, disons. D'accord, je vois. Et ce qui m'a surpris un peu, c'est que tu as écrit ton premier livre à 18 ans. Ouais. C'est un peu précoce. Comment tu as fait? Au début, j'écrivais plein de textes, comme ça, sans forcément en faire quelque chose, donc des textes courts. Et après, pendant ma première année après le bac, là, je me suis lancée en me disant, tiens, je vais écrire un roman sans trop savoir un peu où j'allais. D'accord. Mais le truc, c'est qu'en fait, plus j'écrivais et plus je donnais vie à mes personnages, plus je m'attachais, plus j'avais d'idées. D'accord. Et à partir de là, j'avais cette envie d'écrire des textes plus longs. Et donc, du coup, après avoir écrit mon premier roman, au début, je comptais juste en écrire un et c'est fini, on n'en parle plus et je passais à autre chose. Sauf que j'étais piquée par le virus et j'ai eu envie d'en écrire un d'autre. Et c'est à partir de là, du coup, dans les 5 années qui ont suivi, j'en écrivais pratiquement
Et Un par justement, an. ouais, c'est exactement ça, parce que là, tu as actuellement 8 livres à ton actif, si je ne Ouais, me trompe pas. Il y a eu Réapprendre à vivre, ouais, Le miroir de mes sentiments, ouais, Détruit par l'amour maternel, Quand la foudre s'acharne, Mes amours grises, tout ça c'était en 2011, il me semble. ouais, L'inconnu du métro en 2012. ouais. Enfin, comment on arrive à être aussi productif en si peu d'années? Je rappelle juste que tu as 27 ans. Ouais. Et comment tu as fait pour écrire tout ça, quoi? Enfin, dès lors que je me sentais inspirée, j'avais un peu cette urgence d'écrire tout de suite maintenant Ouais. tout ce qui me passait par la tête avant que ça s'en aille. Et dès lors que je finissais l'écriture d'un texte, il y avait tout de suite l'idée d'un nouveau texte qui venait. C'est D'accord, vrai que pendant longtemps, j'ai écrit des histoires les unes à la suite des autres, d'accord. et sans forcément d'abord passer par tout le travail de réécriture, etc. Enfin, je voulais d'abord, en tout cas, écrire les histoires avant qu'elles sortent de ma tête. Que l'idée s'en aille, quoi. C'est ça. Et au niveau de l'édition, comment ça s'est passé? Alors, au tout début, quand j'ai écrit mon premier texte, j'ai commencé à à rechercher un peu des maisons d'édition sur Internet. Et D'accord, je suis d'abord tombée sur des maisons d'édition à compte d'auteurs que je connaissais pas du tout. Il y a trois types de maisons d'édition en France. oui, Les maisons d'édition à compte d'éditeurs, ça c'est les maisons d'édition classiques où on envoie un texte, ils acceptent de nous publier, puis après on perçoit un droit d'auteur. d'accord, Les maisons d'édition à compte d'auteur, c'est un peu différent parce qu'ils demandent aux auteurs de payer une certaine somme pour d'accord. tout ce qui est fabrication du livre, la Ok, correction, l'extrémation, etc. Et puis après, du coup, il y a un pourcentage plus grand sur les revenus, mais parce qu'il a avancé des frais. Et d'accord. l'auto-édition, où là, C'est totalement libre, quoi. voilà, on va sur une plateforme où on peut imprimer le livre en format bouquin. Et à partir de là, on s'occupe à la fois de la La diffusion, diffusion, de la d'accord. correction. Enfin, on est Et complètement toi, tu as opté autonome. pour cette dernière Ouais, partie-là. pour l'auto-édition, ouais. C'était pas, c'est quand même un peu difficile, quand même. Bah, ce qui est le plus difficile, c'est la distribution. Ok, Parce que du coup, si on ne connaît pas forcément un libraire ou ce genre de choses, ouais. aller les voir, leur dire salut, c'est moi, est-ce que vous voulez distribuer mon livre? Enfin, Et c'est un généralement, peu ils sont, compliqué. les bibliothécaires, ils sont assez ouverts ou pas? Pour les bibliothécaires, c'est plus facile. D'accord, Parce que je pense que du coup, comme on n'est pas dans un rapport financier, ils oui. ont. Enfin, C'est plus des c'est- passionnés, quoi, du coup, donc c'est un peu plus facile pour eux oui, d'accepter de mettre un livre en vente qui n'est pas forcément ouais, et connu. puis comme leur mission, c'est de faire diffuser la lecture auprès de tout le monde, donc Ouais, ça va avec. Alors que les libraires, bon, il y a quand même des logiques de rentabilité. j'imagine. Et le dernier de tes livres, c'est celui-là, Les Vies Donc, volées, donc qui est sorti en 2017, en fait, que j'ai réécrit. que tu as réécrit, Mais à la base, c'est d'accord, mon tout premier. En fait, mes deux premiers romans, je les ai un peu fusionnés. Donc, quand je d'accord, les avais. Enfin, j'ai fusionné, disons, les textes originaux pour cette version-là. d'accord. Donc, en fait, c'est mon premier roman. C'est ton premier roman, mais c'est le dernier qui est sorti. C'est ça. Et donc, tu peux nous en parler un peu de ce livre brièvement, nous dire un peu ce que ça raconte? Ouais. Alors, Les Vies volées, ça raconte l'histoire de jeunes femmes qui. D'accord, Enfin, disons que ça commence un peu comme une sorte de triangle amoureux où autour d'un personnage, Kevin, qui est marié avec Léa, sa femme. ouais, Euh, donc ils sont mariés et en fait l'ex de Kevin réapparaît dans sa vie, Karen, qui avait disparu pendant 10 ans. Et très tôt en fait on se rend compte qu'elle avait disparu parce que il elle s'est avait passé quelque été chose, oui. quelque chose s'était passé dans sa vie et donc du Ouais. coup elle a dû disparaître entre guillemets pendant 10 ans et en fait du coup au moment où elle revient dans la vie de Kevin, Léa commence à prendre des distances par rapport à lui. Et Ouais. ce qu'on découvre, c'est qu'en fait, elles ont un secret commun qui les ont poussées à la fois apparaître et disparaître plus ou moins en même temps Donc, on dans peut la le dire, vie. c'est le thème du viol, quoi. C'est Ouais, c'est le viol qui est le thème principal. Mais avant de parler un peu plus de ce thème, ouais, moi, quand j'ai commencé à lire ce livre, ouais, ce qui m'a marqué, c'est que dès les premières lignes, on sent qu'on a affaire à quelqu'un qui aime les mots, qui aime la poésie. ouais. Et ça, d'où ça vient, pourquoi c'était important pour toi de parler du viol, mais aussi de mettre aussi cette dimension au niveau du texte. Bah, je pense que déjà, j'aime bien jouer avec la langue et partir sur quelque chose de très simple. Je pourrais dire le ciel est bleu on pourrait le transformer et lui dire de différentes manières selon toutes nos perceptions, avec nos différents sens, etc. Ce qui fait Ouais. que quelque chose d'aussi banal, on peut lui donner un sens plus grand. Après, le livre, globalement, on peut dire que c'est un livre d'amour. Ouais. Le livre, il y a une histoire, il y a beaucoup d'histoires d'amour dedans. Ouais. Il y a beaucoup d'histoires d'amitié aussi. Ouais. Et pourquoi ça, c'est des valeurs? J'imagine que c'est des valeurs qui sont importantes pour toi. Ouais. Pourquoi c'était important? Pourquoi c'est si important pour toi? Parce que je me dis, c'est la base en fait, c'est la base de la vie. Enfin,
je pourrais pas imaginer en tout cas ma vie ni sans amour ni sans amitié. Enfin, c'est quand même, je me dis, le ciment de nos relations avec les gens. Ouais. Derrière tout ça, le thème de l'amour, comme on l'a dit tout à l'heure, le thème principal de ce livre, Ouais. c'est le viol quand même. Pourquoi avoir décidé d'aborder ce thème dans ton livre? Bah, pour moi, c'est essentiel dans le sens où c'est quand même quelque chose qui est assez fréquent. Enfin, si je parle en France, c'est pas quelque chose d'anodin, mais pourtant, c'est quelque chose de complètement occulté. Enfin, Ouais. Aujourd'hui, les statistiques estiment qu'il y a 80 000 femmes violées en France chaque année. Et pourtant, ces 80 000, on n'en entend pratiquement jamais parler. Enfin, c'est un fait de société qui est complètement nié. Et je trouve que on ne peut plus rester dans ce silence, comme si ça n'existait pas, parce que aux yeux de la loi, c'est quand même le plus haut degré de crime, quoi. Enfin, c'est au même titre que le meurtre. Mais pour autant, on n'en parle pas autant. On n'en parle pas, c'est quand même compliqué à prouver. Les victimes sont en général très peu reconnues. Enfin, il y a beaucoup à la fois de silence dans la vie, de silence des victimes, de silence judiciaire. Il serait temps qu'il y ait des sanctions à la hauteur de ce crime-là, quoi. Et justement, toi, dans ton livre, il y a un truc sur lequel tu insistes beaucoup, c'est tout ce qui est traumatisme post-viol, on va dire. Ouais. Parce que je me suis dit, c'est pareil, c'est méconnu. Autant la réalité du viol, elle est niée, mais du coup, autant les psychotraumatismes aussi sont méconnus. À la fois de tout le monde, mais aussi même des victimes elles-mêmes, parce qu'ils n'ont pas forcément réussi à mettre des mots sur ce qu'elles ressentent. Enfin, soit elles vont très rapidement occulter, faire comme si ça n'existait pas et continuer d'avancer, mais pour autant, il y a quelque chose dans leur corps, dans leur tête qui va les maintenir en arrière et les bloquer. Et ou soit il y a une sorte de frustration à ressentir des choses, à pas forcément réussir à mettre des mots dessus, et surtout à ne pas savoir à qui en parler ni comment s'en débarrasser. Et parfois ça réapparaît aussi après plusieurs années. Ça peut apparaître très 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 longtemps. Comme c'est le cas un peu dans les livres. Ouais, et encore Léa, elle s'en souvient au bout de longtemps. Je crois que c'est 5 ans ou quelque chose comme ça. Il me semble que c'est 10 ans si je ne me trompe pas. Mais... On relira le livre pour être sûr. Mais dans la vie, il y en a qui peuvent s'en souvenir au bout de pas 40 ans ou ce genre de choses. Et ce qui est frustrant, c'est pas comme si pendant ces 40 ans, ils avaient réussi à vivre normalement. C'est qu'il y a quelque chose qui les maintient derrière comme un boulet qui est accroché à leur jambe, mais elles ne savent pas la cause. Elles savent juste que c'est les handicaps, elles ne savent pas quoi c'est. Et ça a des répercussions sur leur vie en général. Et sans qu'elles puissent le guérir parce que du coup, c'est pas identifié. Voilà, pour être aussi proche de la réalité, j'imagine que tu as dû faire beaucoup de recherches, des témoignages, aller chercher des informations. Comment ça s'est passé? Alors, j'ai beaucoup lu. Moi, déjà, tout ce qui est psychologie, psychiatrie, ça m'intéresse beaucoup. Donc, j'ai lu pas mal de bouquins, notamment de Boris Cyrulnik, qui décrit tous les psychotraumatismes, notamment dans... Boris comment? Cyrulnik. C-Y-R-U-L-I-N-K. On va regarder. Il décrit pas mal les traumatismes de l'enfance. D'accord. Et du coup, comment psychiquement la personne tente de se réparer avec ça. Et je lis aussi beaucoup Muriel Salmona, qui est psychiatre également. D'accord. Où elle a un blog qui s'appelle Mémoire traumatique, où elle décrit clairement tous les processus psychotraumatiques chez les victimes. L'état de sidération, tout ce qui est amnésie traumatique, le fait de se dissocier de ses émotions et de son corps, et du coup toutes les répercussions à long terme. Et c'est vrai que quand on lit tout ça et qu'on prend conscience à quel point c'est c'est quand même quelque chose de très lourd, mais c'est très lourd et c'est, je pense, très difficile à vivre pour les victimes. Mais à côté de ça, elle explique aussi dans son blog, c'est aussi très compliqué d'être prise en charge. Parce qu'en général, une personne victime de viol, elle va mettre 13 ans en moyenne pour trouver un bon thérapeute. Donc, 13 ans. Ouais. Donc 13 ans, c'est hyper compliqué, sachant que tous les thérapeutes ne sont pas forcément formés au psychotraumatisme ou aux victimologie. Donc, il suffit qu'elle tombe en plus sur un thérapeute qui n'est pas adapté. On repart dans la quête de trouver quelqu'un d'autre, et puis pendant ce temps-là, c'est la vie qui est en suspens. Et du coup, je trouve que c'est quelque chose d'assez... difficile. Et justement, pour toi, personnellement, est-ce que c'était assez difficile pour toi d'écrire ce livre? Moi, j'ai voulu surtout insister sur le côté vraiment psychique, parce que c'est vraiment ce qui reste au final chez les victimes.
Et l'idée, c'était que le lecteur, enfin, sans forcément le choquer ou en tout cas le mettre mal à l'aise, Ouais. il puisse vraiment se mettre dans la tête enfin, des victimes et se dire, enfin, et ressentir en fait ce qu'elles peuvent ressentir. Ouais, par exemple, en ce moment-là, on est dans une période où la parole des femmes se libère un peu plus. Il y a de plus en plus de femmes qui osent dénoncer des agressions sexuelles qu'elles ont subies Ouais. ou des cas de viol. Toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Le silence, il devient. Il emprisonne. Et donc là, du coup, que ça commence à en parler, même si du coup, en justice, ça va mettre plus de temps à être reconnu ou qu'il y ait de vraies actions qui sont faites, Ouais. et ben, en tout cas, au niveau de la société, que ce soit moins caché, je trouve que c'est mieux d'une part pour les victimes enfin, peut-être qu'elles sont plus autorisées à parler et à avouer ce qu'elles ont reçu. Et puis aussi pour enfin, que nous, qu'on se réveille aussi et qu'on ne reste pas, enfin, qu'on arrête de faire comme si ça n'existait pas, quoi. Et justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour inciter les victimes de viol ou d'agression sexuelle, de les inciter à parler, à porter plainte? Déjà, enfin, sortir de cette culture du viol et enfin, sortir de ça, Oui. d'une part. Et après, enfin, ce qui pourrait inciter les victimes, c'est assez compliqué parce que déjà, comme on disait, en général, si elles ont complètement occulté l'événement, enfin, forcément, elles ne vont pas pouvoir en parler. Et puis après, c'est aussi les diriger vers des personnes clés, des personnes ressources. Donc un livre à lire pour essayer de comprendre un peu plus tout ce qui est post-traumatique, psychologique au niveau des cas de viol. Alors au niveau de l'écriture, il me semble que tu as des projets de suite. Oui. Où est-ce que ça en est? Ils sont écrits. Il y en a 2 qui sont écrits, qui D'accord. sont en attente de correction. D'accord. Notamment Détruit par l'amour maternel qui vient juste après celui-ci, et ensuite Réapprendre à vivre. Disons que Détruit par l'amour maternel, il est un peu il traite moins de la thématique du viol, enfin, on suit les mêmes personnages, etc. sur d'autres histoires. Et Réapprendre à vivre, ça revient un peu sur toute la thématique de reconstruction, parce que là, disons qu'on est vraiment sur le viol survient et qu'est-ce que ça fait. Mais j'aborde pas, en tout cas dans ce livre-là, comment réussir à vivre avec. D'accord. Mais c'est des livres qui sont déjà accessibles ou pas encore? Pas encore. Et en dehors de l'écriture, est-ce que tu as d'autres projets à venir dont tu peux peut-être nous parler? Pour l'instant, il y a un projet qui est en voie de concrétisation. D'accord. Peut-être qu'un jour prochain, d'ici quelques petites années, Les Vies volées sera à l'écran. Mais pour l'instant, ça reste un projet. Donc, à suivre, on va suivre ça de près. Et alors, pour terminer, est-ce que tu peux nous dire comment on peut faire pour te suivre? Pour ceux qui veulent, par exemple, regarder un peu tout ce que tu publies, etc., comment on peut faire pour te suivre? Alors, je suis principalement sur Internet. D'accord. Sur un site internet shaivana.com. D'accord. Et après Les Vies volées, disponible en version papier et numérique chez l'ensemble sur toutes les plateformes, comme Amazon, tout ça. Voilà, chez tous les libraires à la commande. D'accord. Donc, et n'hésitez pas à vous le procurer, c'est important. Alors pour terminer, Asia, Tisha Ivana, je ne sais même plus comment t'appeler. On t'a préparé une petite carte qui se situe juste là sur ta droite. D'accord. Alors est-ce que tu peux la prendre ou l'ouvrir, la décrire, nous dire un peu ce que ça t'inspire? C'est écrit mot pour mot, mot M-O-T-S, mot M-A-U-X. Qu'est-ce que ça t'inspire donc? Moi, ça me fait penser à ça, à la nécessité en fait d'écrire pour se soulager des mots et l'écriture thérapie. C'est exactement ça en fait. C'est pour ça qu'on t'a donné cette carte, parce que tu as écrit un livre sur des mots M-A-U-X, qui est le viol par exemple. Et le fait d'utiliser des mots, c'est aussi une façon, comme tu l'as expliqué, pour extérioriser, mais aussi c'est une façon de se soigner aussi. Ouais, c'est ça. Ça fait penser à ça. Bon, en tout cas, merci encore Tisha Ivana pour cette interview. Merci de ton accueil. Pour terminer, est-ce que tu as un dernier mot pour tous ceux qui nous regardent? Continuez de les suivre et abonnez-vous, partagez. C'est une super chaîne et faites connaître. Merci encore, Asia. Merci, Ibrahim.